Moi je suis Génolab, je suis auteur de bande dessinée et je travaille aussi dans l'illustration et le concept art. Mais bon voilà, ma vocation c'est la bande dessinée, c'est vers ça que je veux m'orienter en tant qu'artiste. Voilà. Eh bien je suis donc Valérie Mangin, scénariste de bande dessinée. J'ai fait pas mal de science-fiction à connotation historique comme Le Fléau des Dieux, l'histoire d'Attila contre les Romains dans l'espace. Et actuellement ma grosse série c'est Alix Senator, la suite d'Alix classique, pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent. Et sinon là j'ai le plaisir de travailler avec Génolab sur un album de science-fiction, mon autre passion avec l'histoire. Ça aide en tout cas, ça aide. Ça donne de l'expérience, du recul par rapport aux événements, ça aide à savoir ce qui est déjà arrivé, ce qui peut se passer. Oui. Alors, ça s'appelle Error System, ça c'est à Paris, dans pas longtemps malheureusement. Il y a des élections présidentielles comme par hasard, et l'extrême centre est au pouvoir, une sorte de personne qui se veut en équilibre entre tous les extrêmes, mais qui commet le pire, comme on peut le voir dans l'album, et qui on est dans un monde où il y a des implants, en fait c'est le futur proche, il y a des voitures automatiques, des drones, des tas de choses comme ça, et où la sécurité est primordiale, et où donc les gens sont surveillés par leur implant, et malgré ça, malgré que le jeu est géolocalisé, donc on retrouve tous les criminels instantanément quasiment, il y a des attentats mystérieux, et Anastasia, notre héroïne, va mener l'enquête pour découvrir ce qui se passe. Oui, on a voulu à la fois faire une série un peu politique et à la fois une série d'action. Évidemment c'est centré autour d'Anastasia, donc une policière qui mène cette enquête, donc elle va affronter les méchants entre guillemets. Il y a cet aspect-là, il y a aussi l'aspect politique puisqu'on est effectivement dans une société hyper sécuritaire. Donc Anastasia va justement découvrir les dessus au fur et à mesure de son enquête et découvrir que c'est extrême centre, mais il est surtout extrême en fait, oui. Oui, on les voit en fait sur leur implant. Quand j'ai pensé l'album il y a 5 ans, c'était un peu une métaphore du téléphone portable. On voit toujours beaucoup de gens dans la rue avec leur téléphone à la main. Là, leur téléphone c'est un implant qui est directement dans leur tête, donc on les voit uniquement bouger les doigts devant eux, on voit même plus d'appareil. Oui. Ce sont des silhouettes assez bizarres et pour nous assez parfois ridicules même. J'y crois malheureusement, oui. On voit qu'Elon Musk a déjà travaillé sur les implants qu'il les met actuellement sur des cochons et qu'il envisage pour 2022-2023 de les mettre sur des humains, et je crois qu'il va réussir et que beaucoup de gens seront prêts à se faire mettre un implant dans la tête, oui. Parce que c'est très pratique, parce que ça va résoudre beaucoup de problèmes sans voir forcément tous les inconvénients que ça peut avoir. C'était facile et complexe en même temps, c'est-à-dire que l'idée c'était d'avoir un pari qui soit facilement identifiable pour les gens qui allaient lire l'album, parce que c'est de la SF, c'est de la dystopie, mais il ne faut pas aller trop loin dans le côté futuriste, sinon on perd un petit peu cet ancrage dans notre quotidien actuel. Mais à côté de ça, il faut quand même qu'on comprenne qu'on est dans de la dystopie, qu'on est dans un futur, en tout cas à l'époque où on a commencé à l'écrire, qui n'était pas encore là, qui n'allait pas arriver, qui se rapproche peut-être de plus en plus malheureusement. Et donc la difficulté c'était vraiment de placer le curseur au bon endroit. Et vraiment ce qui nous a aidé à vraiment illustrer ça de manière la plus juste, c'est de s'inspirer de la réalité des technologies qui sont en train d'arriver. Alors les drones, les voitures automatiques, les voitures électriques, peut-être un peu d'aménagement au niveau de la ville, et surtout cette technologie d'implant qui, comme Valérie l'expliquait, est une extension et une métaphore des téléphones portables. Voir des gens qui pianotent dans le vide, au final, ça reste très similaire à la manière dont on utilise les téléphones portables, mais avec ce côté très dystopique, les implants dans le cerveau. Donc on va dire, observer Paris, c'était tel qu'il existe actuellement, ça nous a beaucoup aidé. Un peu des deux, parce que même si moi je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de fiction pour trouver des idées, pas pour les copier, mais pour essayer de comprendre quelles ont été les clés qu'ont trouvé des artistes pour interpréter ou suggérer certaines choses. Alors c'est vrai qu'il y a des œuvres comme Ghost in the Shell, comme Black Mirror, forcément, Minority Report, ou plus récemment des jeux vidéo comme Detroit Become Human, des studios Quantic Dream. Ça a été une vision de ce futur à la fois très ancrable dans notre réalité. Ça m'a inspiré de voir quelles sont les solutions que ces artistes ont trouvées, et c'est essayer d'être dans le même mindset
qui m'a aidé à imaginer ça. Donc la fiction m'a pas mal aidé, oui. Pour ceux qui ne savent pas, je suis la femme de Denis Bajram, donc on travaille ensemble dans la même pièce. Donc évidemment, je regarde beaucoup ce qu'il fait et il regarde aussi beaucoup ce que je fais. Et je lui ai parlé du projet, on en a discuté, je lui ai demandé ce qu'il pensait de ma vision de l'avancée technologique, si c'était cohérent, parce que lui, c'est un grand connaisseur des nouvelles technologies, il programme un jeu vidéo, enfin pour ses loisirs, donc il est vraiment extrêmement connaisseur. Et je voulais absolument quelque chose de réaliste, de possible, et il m'a confirmé que oui, que ça l'était effectivement. Il m'a aidé pour la documentation sur les nouvelles technologies, des tas de choses comme ça. Il a été partie prenante. Il a regardé aussi par-dessus mon épaule un peu ce que faisait Jonathan, puis là, pour valider son dessin, un peu valider la mise en scène. Il a été assez présent en fait, sans être directif, ni vraiment intervenir directement ni sur l'histoire, ni sur le dessin. Il a été un grand soutien moral, psychologique, une grande... Oui, tout à fait. Je l'ai accompagné là-dedans. Et effectivement, ça m'a fait beaucoup réfléchir à titre personnel sur la politique, sur ce qui se passait sur le quinquennat Macron. Le livre, je l'ai écrit juste après son élection et je pensais effectivement à la notion d'extrême centre. Et effectivement, j'ai vu apparaître le terme dans le débat politique, ce qui m'a intéressé. Alors aujourd'hui, on parle d'extrême centre pour parler de Macron, effectivement, et de son parti, comme quelqu'un qui se veut en équilibre, justement, entre la gauche et la droite, et en même temps la droite, comme le fameux en même temps, mais qui est extrême parce qu'il est très sûr de lui, et tellement sûr de lui qu'en fait, il est prêt quasiment à tout. Alors pas comme dans l'album, pas exagéré, mais enfin à beaucoup de choses, et y compris avoir recours à la violence, comme on l'a vu pendant certaines manifestations, pour faire aboutir ses idées finalement. À aucun moment il ne se remet en doute. Et je trouvais ça intéressant de pousser cette idée-là en fait, de montrer qu'il n'y a pas seulement les partis extrémistes comme dangereux assez naturellement. On pense danger en politique, on pense tout de suite au fascisme, à l'extrême droite, et c'en est un évidemment quoi. Mais il ne faut pas oublier que le danger peut venir d'ailleurs aussi quoi. C'est toujours dommage de faire qu'un seul album évidemment, mais non, je crois qu'on en est content. C'est vraiment l'histoire en tout cas que je voulais raconter. Je crois que c'est aussi ce que tu voulais dessiner. Donc non, je crois que c'était, on l'a fait pour ça, on l'a abouti finalement, c'est très bien. Alors pourquoi pas faire une suite? Enfin, on n'a rien de prévu pour l'instant, rien d'envisagé, hein, mais dans l'absolu, pourquoi pas en faire une suite? Oui, c'est un univers qui est très riche et qui pourrait y avoir d'autres développements, c'est sûr. Alors moi, les grandes influences en termes de dessin ou d'histoire, alors beaucoup l'animation japonaise, beaucoup d'auteurs, d'autrices et d'artistes japonais. Là, je pense par exemple à Satoshi Kon, qui est un immense réalisateur d'animation japonaise, qui a fait des films comme Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Godfather, ou la série Paranoia Agent, que je conseille d'ailleurs, qui m'a beaucoup suivi pendant la réalisation de cet album. Après, des artistes peut-être comme Tatsuyuki Tanaka, ou plus au côté occidental comme Amy Thompson. Voilà, c'est des artistes très dans le milieu du concept art ou de l'illustration, qui pour moi font partie d'une frange d'artistes et de dessinateurs, dessinatrices qui arrivent à trouver des solutions modernes à des questionnements qui sont là dans le dessin depuis tout le temps. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui m'inspirent beaucoup dans mon travail. Ouais. À la base, je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans l'imaginaire, donc dans la dark fantasy, dans la hard science, dans le fantastique, dans des univers un peu horreur. Et quand je parle d'imaginaire, ce sont vraiment des mondes qui n'existent pas. Là, on a un Paris qui existe, on a une histoire qui s'ancre vraiment encore une fois dans la réalité. Et je ne sais pas à quel point l'histoire a pu influencer mon dessin. J'ai pas eu l'impression de devoir consciemment adapter ce que j'ai fait au scénario de Valérie. Ça s'est fait un peu tout seul. Je pense que mon dessin s'est imprégné aussi, enfin ton histoire a infusé vraiment dans ce que j'ai dessiné. Je pense vraiment que le dessin doit servir l'histoire qu'on raconte. J'espère en tout cas que de mon côté ça a pu vraiment mettre en avant le scénario de Valérie à sa juste valeur. Après, à voir pour la suite, pour d'autres projets, je sais que mon dessin va aussi évoluer. Je suis très sensible en tout cas à l'univers qu'on me prête. J'essaie vraiment de le comprendre avant de le dessiner. Donc j'imagine que ça a eu un impact, mais j'ai pas conscience de à quel point. Donc, Là, c'est surtout, on pense tout de suite à Black Mirror, évidemment, quand on pense dystopie dans un futur proche. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais surtout influencée par la littérature, en fait, surtout 1984, ou Le Meilleur des Mondes, par exemple, surtout Le Meilleur des Mondes, d'Aldous Huxley, enfin, qui montre un monde justement où tout le monde est heureux, surtout anesthésié par la drogue et par une société extrêmement contrainte, qui paraît extrêmement positive, mais qui en fait est très toxique pour les individus. Et c'est un peu cet aspect-là que je voulais montrer dans l'album. Après mes influences en bande dessinée, je crois que je suis
une fan indéfectible d'Alan Moore, ça tout le monde le sait, mais après énormément d'auteurs. Denis Bajram par exemple, que j'adore, évidemment, en science-fiction. Mais pour le côté personnage, j'aime beaucoup les séries comme Aldébaran ou des choses comme ça, qui sont beaucoup plus soap, où les personnages sont finalement beaucoup plus mis en avant que la technologie. Et c'est vrai que ça m'a aidé à créer le personnage d'Anastasia, en fait, de ne pas faire uniquement un monde froid dont on montrerait les mauvais côtés, mais aussi un monde habité par des vrais humains dont on a envie de raconter l'histoire, qui touche le lecteur vraiment. Et là, le dessin, je veux dire, de Genola m'a beaucoup aidé parce qu'il avait un côté un peu lisse qui pouvait rendre à la fois le côté technologique un peu glacé de cet univers-là où finalement les humains sont séparés les uns des autres et ne communiquent que par leur implant, mais en même temps qui donne une vraie vie à Anastasia, à Kevin, son copain, ou à des personnages secondaires qui sont parfois très agaçants, comme JP qui est un flic un peu facho, enfin on a tous envie de détester, ou au contraire Fama qui est l'amie d'Anastasia, qui est au contraire une femme assez puissante, assez forte. Je crois qu'il a vraiment réussi à tous les animer à la fois, quoi. Et c'est ce contraste entre ce monde un peu froid et ces personnages très vivants qui m'intéressaient dans son dessin, quoi. Je l'ai choisi aussi pour ça, je dois dire. C'est très compliqué d'en choisir qu'un comme ça. Oui, j'ai déjà répondu à Alan Moore, j'aimerais bien répondre à quelqu'un d'autre, évidemment, il y en a énormément. J'aimerais avoir l'humour de Goscinny, j'aimerais avoir le côté trash de Julie Doucet, j'aimerais pouvoir parler de l'humain comme Fabrice No, j'aimerais pouvoir... voilà, c'est sans fin. Je crois que je fais de la bande dessinée parce que je suis admirative de 200, 300 auteurs, quoi. Si je faudrait que je les cite tous, et là c'est sans fin, quoi. Je ressusciterai malheureusement Satoshi Kon pour pouvoir rentrer dans son crâne, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire à la fois graphiquement, artistiquement, enfin sur le côté dessin, et toute la direction artistique qui est présente dans ses films, mais même dans les univers qu'il crée. J'adore la dimension fantastique qu'il y a dans ses histoires et la narration qui est vraiment... Alors, on est dans du cinéma d'animation, on n'est pas dans de la bande dessinée, même s'il a fait de la bande dessinée, mais quand je pense à Paprika par exemple ou à Paranoia Jump, sont des œuvres. Maintenant je me dis j'aurais aimé faire ces choses-là. Je suis à la fois jaloux et admiratif parce que c'est un immense auteur qui malheureusement nous a quittés trop tôt. Pour moi il nous aurait encore apporté tellement de choses. En tout cas lui, je pense que c'est la première personne à qui je pense, ouais.